Salut à tous et bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment utiliser une méthode de simulation géostatistique appelée le recul simulé, qui est assez simple de mise en œuvre mais très efficace quand même lorsqu'on a une bonne base de données conditionnante. Ok, c'est tout de suite et c'est juste après l'intro. Ok, voilà, là comme ça pour l'occasion, j'ai préparé déjà mon petit sketch, un petit, bon, sketch ça, en anglais quoi, mais je vais dire une petite maquette, voilà, c'est mieux dit comme ça, pour essayer d'illustrer un peu le principe de la méthode. C'est une méthode de simulation, ça veut dire que qui dit simulation dit qu'on essaie de reproduire une composante, un comportement, une structure par exemple. Ici, à l'occasion, c'est le modèle de varogramme qu'on va essayer de reproduire. En fait, c'est comme ça que ça procède avec le recul simulé. On a un varogramme de départ qui est donné par la donnée conditionnante, ok, qui est donné par l'information conditionnelle parce que je voulais éviter d'utiliser données, c'est un peu redondant, voilà, qui est donné par l'information conditionnante. Et puis, on se donne une grille sur laquelle on veut réaliser la simulation. Et puis, cette grille est constituée de nœuds. Parce que, bien évidemment, si on a une grille, ça veut dire qu'on a des mailles, des léons qui se croisent et puis ça forme des nœuds. Voilà, c'est sur ces nœuds-là qu'on veut réaliser la simulation. Bon, en général, on fait appel à cette méthode lorsque on a une base de données et puis l'opérateur avec lequel on travaille nous dit que la base de données n'est pas suffisante ou alors elle présente des lacunes qu'il faut combler ou alors il y a un besoin d'augmenter l'information dans la base de toutes les façons et on n'a pas accès à certaines zones, à certains endroits de notre zone d'étude et on aimerait quand même savoir quel est le comportement du phénomène qu'on étudie à ces endroits-là. Alors c'est comme une estimation, c'est vrai, mais c'est pas vraiment l'estimation à proprement parler. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des méthodes bayésiennes par exemple ou alors avec le crégeage, vous allez voir que c'est pas vraiment comme ces estimations là, mais d'une certaine manière ça revient aussi à estimer tout simplement, même si ce qu'on recherche à la fin c'est avoir des informations supplémentaires dans la base de données, ça revient quand même à estimer. Alors c'est assez simple. Je considère, je vais devoir reprendre hein, parce que ça a l'air un peu touffu là à mon humble avis. Je- Désolé. Alors, je considère que j'ai cette zone à étudier et puis voilà. L'information conditionnante, c'est les points marqués en rouge que je dessine. Voilà, ça c'est l'information. C'est comme pour dire que c'est la donnée de départ, quoi. L'input data. Ok. C'est l'information conditionnante. Je dis c'est l'information conditionnante parce que finalement euh, la loi que je vais devoir utiliser pour tirer les données des points à simuler sera la loi de ces points rouges là. C'est pourquoi je dis que c'est pourquoi je dis que c'est l'information conditionnante parce que voilà, la loi statistique des données en rouge va conditionner le processus de simulation. Ok? Et ça voudrait dire que je peux utiliser cette méthode sans toutefois utiliser la loi statistique des points en rouge. C'est pourquoi dans certains documents, vous allez voir, lorsqu'on parle de simulation conditionnelle, il revient qu'on parle du recul simulé. Et puis, plus bas, si on parle de simulation non conditionnelle, on va encore parler de recul simulé. Parce que la simulation devient conditionnelle lorsque la loi statistique et la donnée de départ conditionnent le processus de simulation. Dans notre vidéo et puis dans l'exemple que je suis en train de présenter, c'est le cas parce que je vais tirer la donnée des points à simuler à partir de la loi statistique des points rouges. C'est pourquoi je dis que la loi, les points rouges sont les informations conditionnantes. Ok. Mais si vous travaillez dans un contexte où vous n'avez pas besoin de la loi statistique des points rouges pour réaliser votre processus, à ce moment, il est déconseillé de dire que les points rouges là sont l'information conditionnante. D'accord. Alors, ça, c'est les points de départ. Et puis, je me suis donné une grille finalement que je dois essayer de. Je vais essayer de représenter la grille là, comme ça, voilà. Je me suis donné une grille que je dois pouvoir parcourir et
ajouter de l'information conformément à la grille. Donc, je veux maintenant ajouter les points à simuler avec ce petit truc en noir là. Vous voyez pourquoi je parlais tout à l'heure de nœuds, n'est-ce pas? Donc, chaque nœud de cette grille, je ne vais pas pouvoir, parce qu'il faut tenir compte du temps aussi, voilà. Donc, chaque nœud de cette grille correspond à un point d'observation inconnue, et puis à partir de la simulation, on aimerait savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, le principe suit des étapes que j'ai pris la peine de mettre ici pour vous. Voilà, la première étape, c'est de retrouver le varogramme de la donnée conditionnante. Ça veut dire le varogramme des points en rouge, la donnée d'entrée, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est dégager la loi, parce que quand je dis trouver, ça peut prêter à confusion. Dégager la loi statistique des points en rouge aussi. Alors, quand je parle de loi statistique, je parle principalement de ce qu'on obtient souvent lorsqu'on essaie de tracer l'histogramme d'un jeu de données, quoi. J'ai par exemple, je sais pas, des teneurs en plomb, des teneurs en arsenic, j'ai par exemple des valeurs de salaire, j'ai par exemple, je sais pas trop, l'altitude par exemple, c'est-à-dire les points, les mesures d'altitude, j'ai par exemple des mesures d'orientation majeure, j'ai par exemple des mesures d'orientation tout court. Et ces valeurs-là, je les utilise pour dégager la loi statistique du phénomène que j'analyse. Ok, la loi statistique en général, je peux dégager cette loi sur la base de la nature du phénomène, sachant par exemple que les teneurs en fait suivent a priori une loi log normale. Quand j'ai les données, je suis plus obligé de tracer l'histogramme pour me rassurer, parce que la majeure partie des documents que j'ai eu à traiter disent que les teneurs en fait suivent a priori, c'est important de dire a priori, suivent a priori une loi log normale. Donc ça me permet là de dégager la loi, sans savoir passer par histogramme. Mais un conseil que je vais vous donner, faites toujours ceci, même quand vous avez la loi a priori d'un phénomène, amusez-vous, ça ne vous coûte rien, de tracer l'histogramme de vos données. Parce que parfois, l'histogramme renseigne sur des éléments que c'est-à-dire la nature du phénomène essaie de louper, quoi. Par exemple, je peux analyser un phénomène et puis avec les valeurs que j'ai mesurées, je détecte un autre problème, je détecte une anomalie qui me pousse à analyser un autre phénomène par la suite. Alors je vais prendre un simple exemple comme ça juste pour essayer d'illustrer. Imaginez un instant que je suis en train d'analyser les résistivités des couches de formation, des couches profondes, des formations en profondeur. Et puis, vous savez, quand un corps conduit le courant, il a une faible résistivité. Alors, vous mesurez des résistivité dans une zone, je ne sais pas, peut-être argileuse, je ne sais pas trop, une zone en tout cas qui a la capacité de retenir de l'eau. Et à certains endroits, vous trouvez de fortes résistivités. Alors, parce que j'ai l'habitude de travailler sur les résistivités, je me dis, parce que oui, je devrais déjà vous le dire, les récipients en général suivent une log normale. C'est pourquoi très souvent, quand on fait une étude statistique avec des valeurs de récivité, on a tendance à les transformer d'abord on fait une transformation logarithmique pour pouvoir travailler avec les valeurs de récivité. Très souvent, vous allez trouver ça. Du coup, euh, je fais des mesures et puis je me rends compte qu'il y a de fortes récivités dans la zone que j'étudie. Pourtant, euh, je sais que la zone là, elle a un sous-sol qui conduit assez bien le courant parce qu'il y a l'eau qui circule en bas. Alors, j'ai déjà la confirmation que l'eau circule en bas, mais à certains endroits, je trouve des fortes résistivités. Alors, je parle de ça parce que les dolines se forment comme suit. Il y a des formations argileuses et puis il y a de l'eau qui est en train de passer. Mais le passage de l'eau est tellement turbulent que à certains endroits, il y a la structure du sol devient lacunaire, donc il y a des vides qui se créent, n'est-ce pas? Plus le temps passe, plus les vides vont grandir. Ce qu'on appelle doline finalement, ce sont ces vides-là qui ont grandi jusqu'à atteindre une certaine dimension qui devient critique et c'est enfoui dans le sol parce que en surface, on ne s'en rend pas compte. La doline se forme en profondeur. Et le jour où on constate qu'il y a la doline, c'est le jour où il y a effondrement, ou alors le jour où quelqu'un peut faire des mesures et se rend compte que dans cette zone qui est censée être très peu résistive, on a quand même de fortes résistivités. Alors c'est le vide là qui est responsable des fortes résistivités, parce que lorsque je place mes électrodes en surface,
la mesure de réactivité ne s'effectue pas juste sur la surface latérale, quoi. Ça mesure de réactivité en profondeur jusqu'à un bon niveau de profondeur. Donc, à cause du vide, à un certain niveau, je peux avoir des mesures de réactivité très fortes, comme pour dire que le courant a du mal à passer. Or, le courant ne circule pas dans le vide. Ok, ça, c'est juste un exemple pour essayer d'illustrer l'importance de l'histogramme. Comment est-ce que je saurais là maintenant qu'il y a de fortes valeurs de réactivité? Il faudrait que je trace l'histogramme de mes valeurs mesurées. L'histogramme va me montrer que même si à certains endroits j'ai des réactivités qui varient peut-être, je sais pas, entre 0 et 10, ça c'est juste un exemple, ok? À certains endroits maintenant, je me retrouve avec des valeurs de réactivité d'1 million. Cette valeur-là, 0, 10 et puis 1 million, vous voyez quand même que l'écart est considérable. Et ça pose question, quoi. Donc, c'est pourquoi il est toujours important, même quand on a l'impression de savoir quelle est la loi a priori suivie par les données mesurées, il est toujours important de tracer son histogramme. Alors ici, mon histogramme me permet de tirer les valeurs que je vais attribuer à mes points noirs. Alors c'est pour ça qu'on dit que la méthode est conditionnelle finalement, parce que les valeurs assignées à ces points de simulation sont tirées à partir de la loi statistique des données d'entrée. Voilà. Une fois que j'ai attribué des valeurs à ces points, je calcule le nouveau varogramme maintenant qui correspond au varogramme de toute la donnée disponible, c'est-à-dire les points noirs et les points rouges ensemble. Ok. Et quand c'est fait, je compare les deux modèles. La comparaison se fait juste pour évaluer l'écart ou bien la distance entre le modèle initial qui est le modèle conditionnant et puis le nouveau modèle que j'ai calculé. Le recul simulé voudrait que les deux modèles soient assez proches, de sorte que on ait l'impression que la structure spatiale du phénomène n'a pas été altérée, elle a été conservée. De la même façon que parce que j'ai tiré les données des points noirs dans la loi statistique de l'information conditionnante, je suis rassuré sur le fait que la structure statistique n'a pas aussi été altérée. Ça veut dire que c'est la même loi statistique pour les points noirs, pour les points rouges et pour les deux. De la même façon, j'aimerais que ce soit le même modèle de variabilité spatiale pour les points rouges, pour les points noirs et pour l'ensemble. C'est pourquoi je compare les deux modèles de varogramme. Dès lors que l'écart me convient, ça veut dire si cet écart est très petit, j'arrête le processus. Mais si par contre cet écart est assez considérable, là, comme j'ai mis ici par exemple sur le cas, je reviens sur ma donnée, les points assimilés, et puis je permute les valeurs que j'ai attribuées à ces points. Alors ici se pose une question qui est celle de savoir comment est-ce que je procède pour permuter les points. Alors là, vous allez trouver certains manuels qui vont vous demander de permuter juste une paire de données. Ça veut dire par exemple ces deux, si je les permute et puis je relance le processus. Vous allez trouver d'autres manuels qui vont vous dire de faire en sorte que au moins la moitié des données se soit échangée l'information. Ça aussi, c'est une possibilité. Et moi, je vous conseille d'utiliser la deuxième approche parce que ça vous réduit le temps le nombre d'itérations à réaliser avant de converger vers une solution, ok? Parce que quand vous permettez juste deux points, c'est un peu comme si j'ai décidé de changer la nature de deux éléments dans un ensemble de 2 millions et puis j'espère qu'il y aura une modification considérable sur la répartition des éléments étudiés. Ok, c'est assez ambigu quand même. C'est pourquoi il est préférable, à mon avis en tout cas, il est préférable de permuter un bon nombre de points. Et après la permutation, si finalement, bon, je voulais dire, après la permutation, on recalcule encore le nouveau varogramme, maintenant de toute la zone, ça dit point et point rouge ensemble. Et on fait la comparaison, et si ça nous convient, on arrête, ça ne nous convient pas, on reprend encore la permutation, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on converge vers une solution qui nous convient. Donc, vous voyez, c'est une méthode assez simple et très efficace parce que vous verrez dans la pratique et dans une autre vidéo consacrée toujours aux simulations géostatistiques, je reviendrai dessus pour vous montrer comment ça s'implémente parce que savoir comment on l'utilise, c'est bien, mais maintenant, il faut aussi s'imaginer, par exemple, si on n'a pas un logiciel, ou si on n'a pas accès à un logiciel qui implémente déjà ces méthodes, comment est-ce que nous, on peut l'implémenter, soit par exemple en C ou sur MATLAB, voilà. Donc, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Laissez les commentaires. Et puis, s'il y a d'autres préoccupations, si
vous avez du mal à utiliser, c'est pas une autre méthode, ou vous avez du mal à euh, décrypter euh, l'explication, alors la présentation d'un outil géostatistique ou la statistique, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je verrai comment m'arranger pour produire aussi une vidéo par rapport à votre préoccupation. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.